Alors, le livre qu'on lit en ce moment, donc c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc moi, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marine et je fais de la lecture de livres en live le soir sur TikTok, donc que des livres de développement personnel. On en a déjà lu un certain nombre, vous les voyez pas tous, mais il y en a là aussi. Et en ce moment, on découvre le livre de Véronique Berger, donc sur les dépendances affectives. On a lu le début du livre sur le dernier live. Vous avez le replay sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez, voilà. Il y a donc il y a les replays des dernières lectures. Et avant ce livre-là, on avait lu Influence et manipulation et vous avez toutes les lectures sont sur ma chaîne YouTube. Donc là, on va commencer la lecture, on va pas tarder. Hop. Et donc les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc l'auteur c'est Véronique Berger, donc elle est psychanalyste. Hop, je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc elle est psychanalyste, formée à la psychopathologie clinique d'orientation psychanalytique et à la psychanalyse groupale, membre de la Fédération des ateliers de psychanalyse, de l'Association européenne Nicolas Abraham et Maria Torok, puis de l'International Winnicott Association. Elle a accompagné pendant une 30aine d'années des personnes en couple et en individuel sur leur chemin d'évolution intérieure. Voilà. Donc, l'amour plutôt que l'addiction affective. Donc, tu es tout pour moi, je n'ai besoin de personne, nous ne faisons qu'un. Être ensemble est insupportable, mais nous quitter est impossible. Angoisse d'abandon, mécanisme d'isolement ou désir de fusion à l'autre sont divers visages d'un même phénomène, la dépendance affective. Comment la reconnaître? D'où vient-elle? Comment s'en libérer? Avec des témoignages riches et éclairants, ce livre met au jour les origines familiales et généalogiques des dépendances affectives. Accaparement de l'enfant par le parent, emprise, désamour, violence et abus, traumatisme transmis de génération en génération. Surtout, il nous invite à mobiliser les ressources dont nous disposons pour accéder à la liberté d'être soi. Car le choix d'une vie non plus subie mais incarnée, même s'il est difficile, nous appartient. Voilà, donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir. Voilà, c'est celui qui est sur ma chaîne YouTube, exactement Malia. Exactement, donc j'ai mis le live, on a commencé la lecture sur le dernier live, donc vous avez le replay sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner et à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Et là, on va continuer la lecture. Bonsoir Waglis, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Merci Hygiène Mentale, bonsoir à toi. Voilà, bienvenue tout le monde. Donc je vais commencer la lecture. Alors en général, je lis 1h, 1h30, donc on va voir pendant combien de temps je lis ce soir, sachant qu'on commence le live un peu tard, mais bon, on va voir. Donc je regarde, voilà, donc on va, je pense que ce soir on va terminer le chapitre 1. Et donc je vous montre le chapitre 1, hop. Alors je vous montre juste ah oui non c'était au début. Donc le sommaire. Voilà, donc là on en est à la première partie, les multiples visages des dépendances affectives. Donc là on a lu la dernière fois le sentiment, donc le chapitre, on est sur le chapitre 1, donc on a lu le sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, tu es tout pour moi. Et là on va lire l'angoisse de la perte, j'ai trop peur de te perdre, le manque, je suis accro, le sentiment d'abandon, je me sens tout seul, toute seule. Donc on va le terminer ce soir. Et vous aurez le replay sur ma chaîne YouTube. Donc je regarde vos commentaires, voilà. Alors je commence la lecture. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live. Et puis voilà, on va démarrer.
Donc je fais des petites pauses pendant la lecture, je regarde vos commentaires, je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez mettre plein de commentaires, discuter entre vous, tout ça, voilà. Donc, chacun, vous êtes libre. Voilà. Donc l'angoisse de la perte, j'ai trop peur de te perdre. Être hanté par l'angoisse de perdre l'autre, envers qui on se sent très lié, constitue une autre forme de dépendance captive et toxique. Sous certains aspects, elle se rapproche du sentiment de ne pas exister en dehors de l'autre, mais s'en différencie radicalement sur deux plans essentiels. Tout d'abord, la personne n'est pas tant aux prises avec le sentiment de l'inexistence de ses sources vives qu'avec un interdit souverain et inconscient d'y accéder et de s'en nourrir. Tout se passe comme si elle était coupable, non d'une attente ou d'une aspiration illégitime, mais d'un droit à être. C'est le désir même, en tant qu'énergie vitale et créatrice de l'être, qui se trouve ici frappé d'interdit. La seconde différence, étroitement liée à la première, tient au mode même de la relation. On ne se situe plus ici dans une relation bilatérale de l'un et l'autre, toi et moi, mais dans un rapport unilatéral de l'un ou l'autre, toi ou moi. Donc vous voyez, d'abord c'est l'idée que en fait il n'y a pas le droit d'être une personne à part entière dans la relation, mais c'est l'idée en fait d'être de n'exister et de n'avoir de valeur qu'à travers l'autre, qu'en étant avec l'autre. Et en fait, quand on pense à soi, quand on pense à ses attentes, à ses aspirations, en fait, on se sent illégitime, on ne se sent pas le droit d'être soi-même. Et en fait, ce qui compte, c'est vraiment d'être avec l'autre. Et ce qu'on a pu voir là, c'est que dans la relation, c'est pas une relation où il y a toi et moi, c'est-à-dire où il y a deux êtres qui existent avec des besoins, des attentes, etc. Mais c'est soit je fais par rapport à toi, donc c'est toi, soit il y a moi. Donc c'est soit l'un vit pour l'autre, soit l'autre vit pour l'un. Vous voyez, c'est voilà. Donc les deux êtres ne peuvent pas exister comme être à part entière avec vraiment leurs besoins et vivre aussi leur vie propre dans la relation. La construction psychique inconsciente qui prévaut est celle d'une coexistence impossible et inconciliable. L'existence vivante de l'un condamne celle de l'autre, ou en d'autres termes, la vie de l'un suppose la non-vie de l'autre. Les origines de cette inscription psychique semblent, là aussi, s'enraciner dans les premiers temps de la vie fœtale ou natale. Donc fœtale, c'est dans le ventre, et natale, c'est à la naissance. Ainsi, cela a pu résulter d'une mise en danger de la vie, soit de la mère, soit de l'enfant, parfois des deux, ou de la grossesse vécue par la mère comme catastrophique, parce que par exemple honteuse. Cela peut enfin se relier à un contexte très douloureux tel que la mort d'un proche, plongeant la mère dans une dépression profonde. Quelles que soient les causes ou les circonstances, elles ont pour trait commun le télescopage du jaillissement de la vie avec le souffle de la mort. Le sujet associe ainsi au plus profond de son être ces deux représentations. Dès lors, garder l'être cher reste toujours incertain, de même que s'impose l'impérieuse nécessité de n'être point trop vivant pour préserver l'être aimé et surtout ne pas le perdre. Si jamais vous avez des questions ou qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me dire, je reviens sur ce que j'ai pu lire. Donc là, vous voyez, quand on a des expériences soit dans le ventre de la mère, soit à la naissance, qui résultent d'un lien avec la mort, en fait, qui sont en lien avec la mort ou le fait d'avoir un danger, ressentir un danger sur la vie, ou que le bébé ressente en fait un danger, soit parce que la mère a honte de la grossesse, ou parce que voilà, elle ressent un danger. En fait, la question de l'être et de la reconnaissance de la vie du bébé,
le fait qu'on reconnaisse qu'on a toute notre place sur Terre, que le fait qu'on vive est relié uniquement à la vie et à l'amour, et non pas à la mort ou à la honte, etc., en fait, fait que du coup, le fait de relier ça à l'amour, à la vie, donc on va le vivre comme un amour qui n'est pas lié à quelque chose de négatif, alors que quand c'est lié à toutes ces choses-là qu'on a pu voir, on a toujours ce rapport-là à la mort ou à la peur de perdre quelqu'un. Et l'être aimé, c'est vraiment parce que la première personne avec qui on va être lié, c'est la mère. Et donc forcément, quand on a ce rapport-là à la perte, à la honte, au danger, à la mort, on va associer l'amour à ça. Donc ça peut être une des premières raisons. Jeanne ou le fantôme de la perte. Voici l'histoire de Jeanne, femme au contraste saisissant. De petite taille, elle n'en impose pas moins par sa grande intelligence. Sa vivacité et sa perspicacité d'esprit ne cessent de surprendre, voire de troubler son entourage, et cela depuis sa plus tendre enfance. Sa physionomie frêle et l'impression de fraîcheur qui émane de sa personne laissent poindre en contrepoint à l'adulte qu'elle est, image d'enfant alerte, espiègle et sagace. Femme de tempérament, Jeanne a développé très tôt le sens des responsabilités. Jeune adolescente, c'est elle qui est en charge des différentes démarches administratives pour le compte de la famille. À 20 ans, suite au décès rapproché de ses 2 parents, elle prend le relais auprès de ses 2 jeunes sœurs. La même année, elle se marie avec Édouard, rencontré 1 an auparavant et pour qui elle éprouve un grand attachement. Parallèlement, Jeanne poursuit ses études et obtient son diplôme d'orthophoniste, puis s'installe à son compte. Quelle énergie et quelle force de caractère! Pourtant, sa détermination et sa ténacité sont à la mesure de son manque de confiance et d'assurance en elle et en ses réalisations. Derrière les apparences, ce petit bout de femme si forte est habité par un désarroi indicible, envahi par le sentiment de son incapacité absolue à vivre sans la présence de l'être cher, sa mère dès son plus jeune âge, puis, jeune adulte, son compagnon. Jeanne est littéralement hantée par la peur de perdre l'être aimé. Cette peur se manifeste tout particulièrement lorsqu'elle n'est plus en présence de ce dernier. Son absence physique fait naître en elle tout un cortège de sentiments de panique et de détresse. Tout au long de son enfance, la séparation prolongée ou simplement momentanée d'avec sa mère éveille chez Jeanne une énorme angoisse de perte. Ce vécu se reproduit plus tard dans le couple. Grandement fragilisée par la mort de ses parents et surtout de sa mère, Jeanne vit très difficilement les absences de son conjoint. Durant les premiers mois de sa psychanalyse, Jeanne revient souvent sur sa grande difficulté à vivre d'abord l'absence de sa mère, puis celle de son mari, et combien leur absence pour elle se plaçait sous les funestes augures de leur disparition. C'est l'image d'un gouffre, d'un néant dans lequel l'être aimé est avalé. Perte et absence. Le lien indissociable entre absence et disparition, établi par Jeanne au plus profond de sa psyché, trouve son origine dans le contexte de sa conception et de sa venue au monde. Enceinte de Jeanne, sa mère est depuis plusieurs mois absorbée et accablée par la leucémie de sa fille aînée. Elle se consacre tout entière à cet enfant dont elle sait l'issue fatale proche. L'aînée décède 3 mois après la naissance de Jeanne. Celle-ci grandit au sein d'une famille profondément affectée par ce drame et auprès d'une mère brisée par ce deuil indépassable, mais que tous taisent pendant de longues années. Jeanne, en contact avec cette sœur dans les premiers temps de sa vie, n'en entendra pas parler jusqu'à ses 8 ans, où le secret lui sera révélé. Au cours de séances d'une grande intensité,
Jeanne, allongée sur le divan, retrouve des sensations et des images très anciennes, au travers desquelles elle ressent la présence de sa sœur, auprès d'elle, nourrisson. J'ai l'impression que ma sœur me prenait dans ses bras. J'ai même la sensation qu'elle me parlait. Elle était là, avec moi, et puis elle a disparu. Plus personne ne me parlait d'elle. C'est comme si sa mort et son existence même avaient été niées. Dans les premiers temps de sa vie, Jeanne a ainsi expérimenté la présence accaparante d'un être proche, sa sœur malade, qui a soudainement disparu de ses sens et de son environnement, et a laissé place à une inconcevable absence, à un vide sans nom, le vide de la sœur disparue, de la mère endeuillée et de la parole tue. De cette sœur connue mais restée inconnue, apparue et disparue, Jeanne portera longtemps le fantôme. Au cours de sa thérapie, elle en identifie le spectre et donne sens à des sensations anciennes et récurrentes, celle d'une dualité en elle, de faire comme un robot et d'être dans un brouillard, ou encore de ne pouvoir s'appartenir pleinement. Mais pour Jeanne, cette première perte se prolonge dans un autre tout aussi insatiable. La présence absente de sa mère, accablée de malheur et de chagrin. Ainsi parle-t-on d'une photo de sa mère penchée sur son berceau. Quand je regarde cette photo, je ressens un chagrin incommensurable. Je la vois comme une étoile perdue au loin, inaccessible. C'est comme si elle était là et en même temps ailleurs, et que je ne pouvais ni la capter, ni la réparer. Très tôt, Jeanne est prise avec le terrible dilemme immortalisé par Shakespeare. Être ou ne pas être, telle est la question. En effet, comment laisser sa propre richesse, sa vitalité et ses ressources incontestables se libérer et prendre leur essor au regard de cette sœur modèle qui n'avait pu lui survivre, et aux côtés d'une mère fragile et malheureuse sur laquelle elle veillait sans relâche, de peur de la perdre. Jeanne oscille sans cesse entre donner vie et corps à ses sources vives ou les condamner à la réclusion. En miroir à cette oscillation, se profile son tiraillement entre le droit et l'interdit d'être, et en écho, le sentiment jusqu'alors inconscient d'une coexistence impossible avec l'être cher. La vivacité de l'un reflétant le sursis de l'autre, ou pire, sa disparition. À de nombreuses reprises, elle évoque sa sensation de dualité inconciliable. En voici une illustration. Je me souviens de moments de vraie joie avec mes grands-parents ou avec ma meilleure amie d'école, et puis brutalement, je pensais à ma mère. Alors ma joie s'évanouissait brusquement. Je m'en voulais d'être heureuse sans elle, et l'angoisse me prenait qu'il lui soit arrivé quelque chose. Durant une grande partie de sa vie, Jeanne sera en lutte entre donner libre accès à ses forces vives, au risque de perdre l'autre, et le devoir de préserver cet autre, au risque de s'asphyxier. Elle tentera de concilier ces deux voies sous la forme de défis. Mettre en jeu ses talents en s'exposant à de vrais risques, soit sous forme de compromis. Ainsi en est-il de sa vie professionnelle, où elle a fait le choix d'une spécialité sans pourtant aller jusqu'au bout de son vrai désir et de ses compétences. Grâce à sa psychanalyse, Jeanne a pu expérimenter une relation où chacun des protagonistes est et reste vivant, quoi qu'il en soit, et plus encore, où la vitalité de l'un, loin de la mettre en danger, dynamise celle de l'autre. Si la perte recèle une dimension de radicalité et d'irréversibilité plus extrême que le manque, les effets nocifs de ce dernier n'en sont pas moins destructeurs et parfois même pervers lorsqu'il est
de l'ordre d'une privation carentielle grave. Se profile ici une nouvelle facette de dépendance affective à l'autre, considérée comme indispensable au point de ne pouvoir s'en passer. Alors je vous remonte le livre qu'on est en train de découvrir. Donc c'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire. Je peux revenir sur des mots, des paragraphes, s'il y a des choses que vous voulez que je réexplique, n'hésitez pas. Voilà. Donc je continue, mais surtout n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez que je relise un paragraphe ou quoi. Voilà. Donc on en est là. Le manque, je suis accro. Le manque est intimement lié au vivant. Il se fait connaître dès notre venue au monde et nous accompagne jusqu'à notre dernier souffle. Jamais pleinement ni définitivement comblés, nous sommes tous en manque de quelque chose ou de quelqu'un. Du manque fondateur. Cette absence de complétude totale ouvre une brèche et crée un espace à conquérir, tel un territoire vierge. Le manque, quand son intensité reste tolérable et ne nous met pas en danger, vivifie notre désir et agit en nous comme un moteur de nos recherches. Il nous met en route dans une quête d'apaisement de nos faims et soifs de vie, d'amour, de joie, de connaissance, de croissance, d'essor. Donc quand il y a un manque et que l'intensité elle est normale, tolérable, elle est acceptable et que ce manque ne nous met pas en danger, en fait ça va nous pousser à vouloir répondre à ce manque et donc on va avoir un désir d'être dans l'action. Donc c'est pour ça qu'il dit donc vivifie nos désirs et agit comme un moteur de nos recherches. Voilà, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous avez besoin de quelque chose, il y a quelque chose qui va s'actionner en vous pour aller dans cette quête d'apaisement. L'apaisement, ça va être lorsque vous allez répondre à ce manque-là. Donc ça peut être de faim, de soif, de vie, d'amour, de joie, de connaissance, de croissance, d'essor. Voilà. Donc on a tous des manques comme ça pendant toute notre vie et c'est normal, hein, parce qu'on a toujours envie de combler des nouvelles choses, d'acquérir des nouvelles choses, c'est normal. Ainsi en est-il de l'espace-temps, créé entre la faim de lait ou de bras du nourrisson et la réponse de son entourage, ni prématurée ni trop tardive, qui ouvre un entre-deux à partir duquel le bébé va mettre en marche ses propres ressources. Il va pouvoir peu à peu recourir à des moyens de substitution lui permettant de pallier en partie l'attente, ainsi que de trouver et de développer en lui de nouvelles facultés. Chercher son pouce, créer son doudou, explorer les différents registres de sa voix et la gamme de sensations et émotions qui l'accompagnent, ou encore recréer en lui l'image connue et apaisante de la mère. Donc vous voyez ici, au début, le bébé, il n'a pas conscience de ses capacités et petit à petit, il va créer par lui-même des actions, des choses pour pallier au manque. Ça peut être l'envie d'un câlin, la faim, voilà, ça peut être plein de choses et donc c'est pour ça que il va être amené à sucer son pouce, à avoir un doudou qui va le réconforter, qu'il va du coup pleurer, crier parce que pour répondre à son manque, à sa demande, il va faire appel. Donc il va parler, pleurer, etc. Se souvenir de ses parents, par exemple. Voilà. Donc en grandissant, on va petit à petit créer nos propres ressources. C'est précisément grâce à cet entre-deux dont le manque a ouvert la voie que peuvent advenir les découvertes et expériences nouvelles qui, à leur tour, participent au développement moteur, psychique et affectif du petit humain. Toutefois, l'accès à cette voie créatrice et structurante passe par une condition sine qua non,
celle d'un manque supportable. C'est-à-dire donc l'enfant va lui-même répondre à ses besoins jusqu'à un certain moment où le parent va devoir répondre lui aux besoins, parce qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas répondre à nos besoins, c'est beaucoup plus limité qu'en tant qu'adulte. Donc il faut que le manque soit supportable. Donc là, on voit, en cela, Winnicott parle de mère suffisamment bonne, capable de répondre de façon suffisamment aimante et adaptée aux besoins et attentes de son bébé. Voilà. Alors après, l'idée, c'est pas de faire culpabiliser les mères, hein, évidemment. Chacun, je pense que, en tout cas, globalement, chaque mère fait comme elle peut. Et je pense que de toute façon, chacun fait comme il peut. Mais en tout cas, voilà, là, c'est l'idée que la mère puisse répondre en donnant de l'amour et en adaptant sa réponse aux besoins du bébé, quoi. Qui lui-même, donc, ne peut pas forcément y répondre. Alors, je vous remontre. Coucou Kaya, bonsoir Wardougou. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc du manque fondateur au manque destructeur. Or, si le bébé n'a pu expérimenter une présence suffisamment satisfaisante de sa mère ou de son entourage, il lui sera bien plus difficile de faire face au manque et d'accéder aux bénéfices qui peuvent en résulter. Lorsque la réponse de l'environnement est trop inadéquate, tardive ou brutale, le manque ne donne plus accès à cette dynamique vivante et peut basculer dans un versant violent et traumatique. Nous rejoignons ici l'acceptation courante, être en manque de, au sens de ne pouvoir se passer de. Cette expérience donne à entendre un besoin jamais assouvi, par défaut d'intériorisation, de ce que quelque chose ou de ce que quelqu'un qui vient à manquer, ou de ce quelqu'un qui vient à manquer. Donc vous voyez, quand la réponse, elle correspond pas aux besoins du bébé, donc elle va être inadéquate, ou elle va arriver trop tard, ou elle sera trop brutale, en fait, on n'est plus dans une balance manque et on répond. Il n'y a plus en fait cet équilibre raisonnable, mais là en fait, on va être dans un manque où le bébé va ressentir un effet violent et traumatique. Et là, comme il n'y a pas de réponse qui correspond aux besoins du bébé, et ben le bébé va forcément être en manque d'eux parce qu'on va dépasser ses limites. Et comme on va être en manque d'eux, on va avoir la peur de perdre ça. Et donc, on ne va pas pouvoir se passer d'eux. Parce qu'on va sentir qu'à un moment donné, il est possible qu'on ne l'ait pas. Parce qu'il va y avoir cette peur. En fait, cette peur va être créée à ce moment-là, quoi. Donc on en est là. Ce vide d'absence place la personne dans un état douloureux, de dénuement et de détresse, et bien souvent suscite en elle des comportements compulsifs destinés à apaiser les effets douloureux du manque. Nous savons combien certaines formes d'addiction sont lourdes, et combien ceux et celles qui en souffrent sont accros aux drogues, au tabac, à l'alcool, à la nourriture, aux antidépresseurs et autres pharmacopées. Mais ce peut être également une addiction à une personne, élue entre toutes. Un parent, un enfant, une ou un amant, une ou un ami, dont on ne peut se passer. Ainsi en est-il de cette jeune femme, accro à sa mère, et qui la met au centre de sa vie, au point de mettre en péril son couple. Woody Allen, de son côté, nous conte dans Match Point l'histoire de Christopher, accro à la belle Nola, dont il n'aura de cesse de solliciter les faveurs, plus qu'il consommera chaque jour, comme le toxicomane prend sa dose, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans cette logique du manque, il n'est d'ailleurs pas surprenant que cette mort soit finalement mise au compte d'un drogué en état de manque. Iris, la peur d'être accro.
Iris, allongée sur le divan, témoigne elle aussi de ce lien de dépendance captif et toxique. Ce dont j'ai peur, c'est d'être accro, d'être comme ces personnes sous l'emprise de l'alcool et de la drogue ou du tabac, et pour qui, même si elles ont décroché, la tentation reste forte. Même si c'est fini entre Alexandre et moi, j'ai peur de rester accro. Sensible, délicate, élégante et généreuse, Iris est une femme de 42 ans qui ne manque pas d'attrait. Pourtant, ses différentes expériences amoureuses depuis sa jeunesse furent toutes douloureuses et pour certaines désastreuses au point de la laisser dans un profond sentiment de solitude abandonnique et de désespérance. À l'image de Jeanne, Iris semble poursuivie par un interdit à être, et plus particulièrement à exister, non pas comme mère, sœur, collègue ou amie, mais en tant que femme, réellement aimée d'un homme avec qui partager sa vie. Comme Jeanne, elle semble sous le coup d'une impossible et inconciliable coexistence avec l'être cher. Toutefois, même si Iris a connu également très tôt l'angoisse de perdre sa mère, puis à la puberté a été confrontée à cette tragique et cruelle réalité, l'enjeu de la coexistence pour elle se situe différemment. Il semble en effet qu'il s'agisse surtout et avant tout pour Iris d'assurer sa propre survie au sein de la relation amoureuse. Dans mon écoute et mon accompagnement, ce qui me frappe en elle est l'existence d'une empreinte puissante, inscrite au plus profond de sa psyché, et reposant sur une conviction insistante que survivre passe par l'être aimé et ce qu'il consent à lui accorder. La force de cette empreinte semble s'enraciner dans les tout premiers temps de sa vie intra-utérine, et lorsqu'elle parle, ce n'est pas uniquement à travers des mots, mais avec tout son corps qui se raidit, se vrille et se recroqueville. Ma mère m'a dit que, lorsqu'elle était enceinte de moi, elle avait alors décidé d'avorter. Mon père était fou de rage et l'accusait de l'avoir trompée. Je suppose que pour ma mère, se retrouver enceinte tardivement alors que ses fils aînés entraient dans la vie adulte était une catastrophe, un fardeau lourd et honteux. Selon ma tante, c'est mon père finalement qui n'a pas voulu qu'elle avorte. Je l'ai échappée belle. Je suis sûre que j'ai eu très peur. Je le sens. En disant ces mots, Iris pleure. Tout son corps est en tension et en torsion. Lorsque je lui demande de préciser ses ressentis, elle reprend. Je sens que j'ai cherché à me faufiler le plus loin possible et à me réduire au point de disparaître. Je le sens dans mon corps. Je me sens rétrécie et me recroqueviller. Ce vécu des temps anciens reste ainsi omniprésent et toujours actif. À la fin de la séance, Iris note « C'est fou, je me suis tellement ratatinée dans mon corps que je flotte littéralement dans mes vêtements. » Ainsi, dès la première semaine de sa vie fœtale, Iris a enregistré au plus profond de ses cellules une image-sensation, à la fois terrifiante et paradoxale, des figures parentales qui peuvent tout autant donner que retirer la vie. Parallèlement, Iris a bâti une construction psychique, inconsciente, à la mesure de sa terreur originelle et dont elle prend conscience peu à peu. Au fil de ses séances, elle en explore l'omniprésence et la profondeur. Il y a toujours eu entre ma mère et moi une sorte de contrat. Je crois bien qu'il s'est mis en place lorsque j'étais dans son ventre. J'ai promis d'être sage, de ne pas la déranger, de me faire toute petite en échange de la vie. Comme un pacte, oui, ça ressemble à un pacte. C'est l'histoire de Faust, n'est-ce pas, qui conclut un pacte avec le diable.
La différenciation qui émerge ici n'est pas des moindres, car avec elle commence à poindre la représentation d'une figure diabolique. Au cours de son analyse, Iris évoque et délaisse alternativement cette notion de pacte, dont il lui est difficile d'accepter la connotation démoniaque au regard d'une mère prématurément perdue. L'entrevoir ainsi sous un visage monstrueux et agressif est douloureux et douloureusement pensable. Malgré ses craintes et ses réticences à explorer cette voie, Iris ose peu à peu contester l'image de sainte décernée à sa mère par ses tantes. Elle nomme et même dénonce les manques dont elle a profondément souffert. Elle identifie des communautés de souffrance dans ses différentes relations amoureuses. Petit à petit, reliée à son propre vécu infantile, et dont elle repère un dénominateur commun, le manque. Ce long cheminement s'ancre tout d'abord dans la prise de conscience d'un état omniprésent d'attente douloureuse. Ma mère était enfermée dans sa bulle, à la fois tout le temps là et jamais disponible. Lorsque j'avais besoin d'elle ou que je lui demandais quelque chose, je devais attendre, toujours attendre. Elle était là, mais tout le temps absorbée, et moi je me retrouvais en permanence suspendue dans cette attente de ma mère. C'est cette position constante d'attente qui me rendait dépendante d'elle. Finalement, c'est ce que j'ai vécu avec mon ex-mari puis avec Alexandre. Être toujours dans l'attente et dépendante de leur bon vouloir, de leur réponse, de leur attention. C'est terrible, c'est comme si, dans cet état d'attente, je ne m'appartenais plus et que je devenais la possession de l'autre. Pour Iris, prendre conscience de ce lien entre la mise en attente et l'état de dépendance est quelque chose de très important. C'est comme avoir la clé d'un mystère. Ce vécu d'attente renvoie à un état de manque qui déshumanise, vide et désertifie. Il y est bien entendu question du défaut de réponse à une attente ou à un besoin, mais aussi, et de façon prégnante, de l'absence de reconnaissance et d'attention envers sa personne véritable, de sujet à part entière, et différent de l'autre avec qui elle faisait couple, sa mère, puis ses partenaires amoureux. Iris a souffert de la présence absente de sa mère de réponses souvent inadéquates, trop tardives ou brutales de son entourage, et surtout du manque d'amour vrai. La déficience d'amour place l'enfant dans un état de manque et le laisse dans une situation d'hémorragie psychique constante, dans l'attente inassouvissable d'une réponse mieux adaptée à ses attentes, à ses besoins. L'enfant devient alors accro et n'aura de cesse de remettre en jeu les retrouvailles avec l'être manquant, mu par le désir très cher d'établir et vivre avec lui un lien d'amour. Au fil de son cheminement, Iris identifie ce défaut d'amour vrai. Tous les hommes que j'ai aimés étaient des hommes au cœur de pierre. C'est ce que j'ai de nouveau vécu avec Alexandre. Je l'aimais, mais lui restait enfermé dans son cœur de pierre. Je l'aime toujours. Je dis que je l'aime, mais je ne sais pas si c'est vraiment de l'amour. Je crois que c'est plutôt une attirance très forte, de la fascination. C'est le cœur de pierre qui me fascine et que je tente par tous les moyens de réanimer pour y insuffler de la chaleur et de l'amour. Quand je pense à ma relation avec Alexandre, je vois un tas de pierres auxquelles j'essaie d'insuffler la vie. Tout au fond, je crois que c'est toujours de moi, enfant, qu'il est question, et de mon désir si fort de redonner vie et humanité à ma mère et à mon père. Alors je fais une petite pause, je vous montre le livre, donc c'est
les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Voilà. Alors, je regarde vos commentaires, je bois un petit peu en même temps. Voilà, bienvenue tout le monde. Vous avez, donc on a démarré cette lecture sur le live, le dernier live, et vous avez le début du livre en replay, du coup, sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc c'est Madame-du-bas Succès. Vous aurez du coup la première lecture du livre. Et ce soir, on termine le chapitre 1. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Oui, alors c'est fort, c'est vrai. On peut se sentir touché, concerné. Ouais, c'est des témoignages qui sont forts. Les mots qu'elle dit sont forts. C'est vrai que, bon, voilà, ça peut toucher, c'est sûr. Voilà. J'espère que, en tout cas, bon, n'hésitez pas à me dire, voilà, comment vous vous sentez. En tout cas, vraiment, l'idée, c'est de vous faire découvrir des livres de développement personnel. Donc, on en lit plusieurs. Si vraiment c'est trop intense pour vous, vous pouvez tout à fait changer le live et le re-regarder quand vous vous sentirez mieux en replay, par exemple. Donc vraiment, voilà, sentez-vous à l'aise et le replay sera là dans tous les cas, donc vous n'allez pas louper la suite. Voilà, bonsoir Jason, bonsoir Annick, bonsoir Général, bonsoir tout le monde. Yes, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, exactement. Elle est attirée par des profils de froideur comme sa mère. Exactement, en fait, elle essaye, en essayant de convaincre ses partenaires, elle essaye de convaincre sa mère, en fait, de l'aimer comme elle aimerait qu'on l'aime, en fait. Voilà, finalement, je pense que c'est ça. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous. Mais voilà, elle le dit à ses parents, redonner vie et humanité à ma mère et à mon père. Donc souvent, c'est pour ça qu'on dit que souvent on reproduit les mêmes schémas. Et souvent on dit essayez d'aller creuser dans votre enfance et même pendant la grossesse, comment s'est passée la grossesse de votre mère, comment vous étiez dans le ventre, comment l'accouchement s'est passé aussi, et puis les premières années de vie, etc. Parfois il faut aller creuser là-dedans, et c'est même pas parfois, il faut le faire, il faut le faire pour essayer de comprendre, parce que voilà, il y a des choses qui vont être ancrées dans le subconscient. On va avoir des peurs qu'on va transporter avec nous au fur et à mesure des années. Et dès qu'on va commencer à avoir des relations à l'école, alors à la maternelle, à l'école, etc., que ce soit amicale, amoureuse plus tard, etc. Enfin, même amoureuse, il peut y en avoir à la maternelle, etc. On ressent les premiers trucs, voilà. Mais en tout cas, on peut avoir du coup, en fait, on va avoir nos premières actions et qui vont répondre à nos besoins et à nos manques. Et donc, c'est pour ça qu'on peut être aussi amené à reproduire des schémas, parce que finalement, il faut aller essayer de comprendre quel est le besoin derrière, qu'est-ce qu'on essaye d'aller remplir, quelle est finalement la quête en fait à quoi est-ce qu'on essaye de répondre. Et en thérapie, quand on fait des introspections, c'est ça souvent qu'on va aller regarder en premier, même si on va tirer le fil d'un sujet. Voilà, ça peut être même un sujet de travail, essayer d'aller convaincre un collègue, son ou sa chef, ça peut être, voilà. Quand on essaye de faire des choses alors qu'on est toujours dans des schémas un peu de maltraitance ou de déséquilibre dans la relation, il faut aller essayer de comprendre pourquoi. Et là, on peut voir en fait que inconsciemment, elle essaye de convaincre euh, la personne de répondre à ses besoins et de redonner vie,
on va dire, de casser ce cœur de pierre pour que ce soit un vrai cœur plein de vie et d'humanité à cet homme-là, parce qu'elle aurait aimé le faire avec ses parents. Voilà. Donc, c'est très inconscient, quoi. Voilà, beaucoup de gens sont impactés par cette problématique. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent l'être. Alors après, on vit tous à un moment donné des blessures de rejet, d'abandon. On vit tous ces blessures-là, mais à plus ou moins grand degré. Et ça ne sera pas forcément traumatique. Mais quand il y a des choses qui ont été vécues, et comme on l'a vu, où le manque peut vraiment être de l'ordre vraiment hyper déséquilibré et que ça devienne quelque chose de traumatique, là par contre on peut être dans des grosses dépendances affectives derrière. Ou dans des comportements vraiment... parce qu'on parle de dépendance, mais on le voit, c'est aussi être surindépendant, avoir peur d'être accroché à quelqu'un, donc on va toujours essayer de vivre pour soi, on va pas forcément croire dans la relation, on va être dans la fuite, fuyant, voilà. Donc on va avoir des comportements récurrents qui nous empêchent en réalité de se sentir bien dans une relation parce qu'on vit par peur en fait. C'est la peur qui fait que. Et on le sent, il faut être à l'écoute de soi et on sent que ce qui nous fait réagir, l'action qu'on va mettre en place, c'est parce que c'est par rapport à l'autre. On a peur que l'autre réagisse comme ça. On a peur que l'autre nous mente, que l'autre, voilà. Donc c'est toujours aussi par rapport à l'autre, parce que on est un peu dissocié de nous, ou on va pas forcément être aligné avec nous-mêmes dans nos besoins, être à l'écoute de nous. Donc il y a toujours ce rapport à l'autre en fait. C'est ça, le cycle se répète. Oui, c'est ça. La relation avec nos parents influence nos relations à l'âge adulte, exactement. Voilà. Donc vous pouvez après avoir des discussions, si vous le pouvez, avec vos parents, essayer d'aller comprendre, questionner. En tant qu'adulte, ça fait partie aussi parfois des défis à se donner parce que en tant qu'adulte, on a des ressources qu'on n'a pas en tant qu'enfant. Alors après, bien sûr, ça se travaille, mais parfois, essayer d'aller questionner comment s'est passée l'enfance, est-ce que... Voilà, alors, bien sûr, le parent va le dire avec sa vision des choses, ce ne sera pas forcément comme on l'attend, les retours ne seront pas forcément... Voilà, il peut y avoir plein de retours différents possibles, mais parfois, déjà, ça peut permettre d'avoir des premiers éléments de réponse. Ou en tout cas, essayer de se plonger dans le passé pour comprendre, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, les parents sont les premiers à nous donner de l'amour et à nous rassurer, à nous mettre dans un état de sécurité, à répondre à nos besoins. Et donc forcément, c'est toujours en lien avec eux. Voilà. Bonsoir Rebecca, bienvenue. Bienvenue à toi. Yes, bienvenue à tout le monde. Je continue la lecture. Hop. Alors je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite parce que j'avais dit qu'on... Alors là, je suis allée beaucoup trop loin, je pense. Donc, bon, attendez. Je crois que je suis allée trop vite. J'aimerais qu'on termine le chapitre 1. Ok. Alors. Donc, rompre le pacte. Dans la suite de ces séances, Iris discerne amour et attrait. Et on en vient au terrible constat d'être accro. Je sais maintenant qu'Alexandre m'est nocif et que reprendre une relation avec lui me ferait du mal. Pourtant, je me surprends à attendre qu'il m'appelle. Parfois, je suis tentée de l'appeler. C'est comme la tentation de replonger du toxico ou de l'alcoolique. J'ai honte. C'est comme être tentée par la bouteille planquée dans le placard. Iris a accompli de grandes avancées, mais reste encore en partie captive. Un lien mortifère n'est pas encore dissous.
celui du pacte et probablement d'un double pacte. Il s'agit tout d'abord d'un pacte fantasmatique qui la lie au monstre à qui elle a livré ses parts vivantes en échange de sa survie. Pour passer de la survie à la vie, il faut rompre le pacte et de ce fait s'exposer à la terreur des représailles. Cet obstacle n'est pas des moindres, car d'imaginaire, cette terreur est venue se télescoper avec la réalité, notamment avec les colères violentes et terrorisantes de son père durant sa prime enfance, puis avec la mort de sa mère survenue à une période où Iris commençait à se rebeller et en quelque sorte à s'opposer au contrat. C'est comme si Iris avait inconsciemment interprété la perte de sa mère comme la sanction suprême à sa désobéissance. Donc vous voyez, c'est rompre le pacte, c'est rompre en fait ce donnant-donnant qu'on s'est imaginé, c'est-à-dire par exemple là, en étant obéissante, sa mère va lui accorder de l'attention, va rester, etc. Et au moment où elle était ado, qu'elle a commencé à se rebeller, sa mère est décédée. Donc en fait, elle a inconsciemment lié le fait de penser à elle, de répondre à ses besoins, de prendre son indépendance avec la perte de sa mère. Et en plus, le fait de devoir s'exposer en assumant ses besoins, il y a aussi un lien avec les représailles parce qu'elle a connu aussi de la violence de la part de son père et donc le fait de s'imposer quand elle était petite, le fait de dire je veux ci, je veux ça, non, je veux pas, etc. En fait, la conséquence qu'il y a eu, c'était la violence de son père et aussi l'absence de sa mère. Donc, pour avoir un peu d'amour, il fallait obéir et se dire, je vais être calme, obéissante et attendre qu'on me donne un peu d'amour. Donc en fait, elle a relié l'amour en soi avec tout ce vécu-là. Et c'est ça le pacte, c'est ça le contrat en fait. Cette construction psychique, vécue au pied de la lettre, a longtemps poursuivi Iris, pour qui, adolescente puis adulte, toute manifestation de bonheur, notamment amoureux, devenait annonciatrice de catastrophes. Dès lors, choisir inconsciemment pour partenaire des hommes, au cœur de pierre, était en quelque sorte faire allégeance, se mettre à l'abri des représailles et préserver sa survie. Toutefois et heureusement, Iris est détentrice de vraies et solides ressources vivantes. Après avoir pendant longtemps usé de subterfuges pour tenter de s'en dégager, elle lutte désormais pour se défaire de ce pacte mortifère. Au fond, ce contrat n'est signé que de moi, et je veux désormais le déchirer. Et oui, parce que c'est le contrat qu'elle s'est fait dans sa tête, en interprétant les situations, qui étaient aussi provoquées par ses parents, mais en se disant, si je suis moi-même, va y avoir des conséquences. Si j'aime, voilà ce que je vais avoir en face. Donc, dans sa tête, elle s'est dit, si je suis comme ça, si je suis obéissante, que je ne m'écoute pas, etc., il n'y aura pas de décès, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de violence. Donc je décide d'être comme ça, parce que sinon, il y aura des conséquences sur moi. Et donc petite, elle a grandi avec ça, elle a grandi petit à petit avec ça, sauf que en étant adulte, on a le choix de dire non à des représailles, on a le droit de s'imposer, on a la force en tant qu'adulte, on peut imposer nos besoins sans avoir peur de manquer d'amour ou qu'il y ait du chantage, parce qu'on peut se donner de l'amour soi-même et on peut faire le choix d'aller vers des personnes qui nous donneront de l'amour de manière équilibrée. Et donc ce pacte inconscient, elle a décidé là de le déchirer et de choisir finalement un meilleur équilibre. Voilà. Alors n'hésitez pas à compléter si vous voulez dire des petites choses en commentaire. Je regarde les commentaires aussi en même temps.
Voilà, bonsoir Wood, bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Donc je continue. La jouissance en échange de la liberté. Au cours d'une séance, Iris raconte un rêve dans lequel elle s'introduit par la ruse dans un château fermé et bien gardé, et comparable au château de Versailles, pour y dérober une enveloppe. Dans ses associations, elle imagine que l'enveloppe contient le fameux contrat, qu'elle veut reprendre afin de retrouver sa liberté. Mais comme le rêve l'indique, elle ne pourra la recouvrer pleinement qu'après avoir quitté ce lieu séduisant par ses fantasmes, par ses fastes, mais ressemblant à un univers clos dont elle risque de se retrouver prisonnière. Nous retrouvons la question de l'aliénation par analogie du pacte aliénant. Ce lieu à la fois si royal et si risqué apparaît alors comme le royaume de la jouissance qui enivre par son éclat, mais asservit tout autant. En effet, la jouissance produit le soulagement d'une tension très forte, en même temps qu'un plaisir intense par l'obtention d'une satisfaction directe et immédiate, d'une puissante envie. Cependant, l'intensité de la satisfaction est à la mesure de sa brièveté. Ces délices appartiennent au règne de l'éphémère et ne peuvent être convoqués à nouveau, qu'au prix de l'asservissement. C'est ici, comme le suggère plus haut, que se situe l'autre volet du double pacte, celui de la jouissance en échange de la liberté. Comme l'indique le rêve d'Iris, retrouver sa liberté passe par se délivrer de cette géole dorée. Cela implique le rude et difficile renoncement à cette jouissance compulsive comme seule voie d'accès à une satisfaction vraie et profonde. Enfin, il n'est pas neutre que l'objet du rêve soit une enveloppe. Au fil de sa psychanalyse, Iris récupère son enveloppe psychique, perforée par le manque. Elle la rétablit dans sa fonction contenante et protectrice, afin d'y faire circuler des contenus plus vivants et d'un autre ordre que ceux régis par la tyrannie du pacte. Pour cela, elle prend appui sur le cadre de sa relation psychanalytique, sur le cadre et la relation psychanalytique qui constituent eux aussi une enveloppe contenante et protectrice dont Iris teste et expérimente la fiabilité. La qualité de cette enveloppe passe par la capacité de son parent, analyste, à accueillir, supporter et contenir les différentes formes d'agressivité qu'elle lui adresse, souvent de manière inconsciente. Ainsi vais-je par exemple me trouver convoqué en rôle et place de mauvais parent, qui malmène son enfant patient. Iris revit alors à travers moi une dureté, une sécheresse ou une incrédulité qui remettent en scène dans le transfert de la figure du monstre. C'est toutefois en accueillant cette figure peu gratifiante qu'elle peut petit à petit en transformer les représentations massives et accéder à une réalité plus juste et partagée. Winnicott parle ici d'utilisation par le patient de son psychanalyste et de l'importance que ce dernier survive aux attaques. C'est-à-dire qu'il reste ancré dans une dynamique vivante et n'exerce pas de représailles. Cette utilisation de son thérapeute est fondatrice dans la mesure où elle offre la possibilité à Iris de découvrir chez l'autre, son analyste en l'occurrence, une substance non plus délétère mais suffisamment saine et nourrissante dont elle était en manque, ainsi que d'expérimenter de nouvelles voies relationnelles. Accueil, contenance, accompagnement, présence vraie et vivante aux côtés d'Iris sont ainsi des réponses à son attente si grande de n'être plus, cette fois abandonnée par le parent, sous les traits de l'analyste. Donc là, en fait, ce qu'elle explique, c'est que pendant une séance, donc la thérapeute, donc c'est l'analyste, elle va prendre le rôle du parent et elle va réagir comme le parent.
Donc là, Iris, en fait, va, du coup, elle, exercer, en fait, elle va dire ce qu'elle pense à l'analyste qui représente le parent. Donc elle va aller, en fait, ouvrir ses pensées, dire, voilà ce qu'elle pense, s'énerver, en fait, faire face à ce monstre entre guillemets qui est sa mère, pour ensuite voir comment est-ce qu'elle va survivre aux attaques de ce parent qui est représenté par l'analyste en fait. Et elle va se rendre compte finalement qu'il est possible d'avoir un retour différent plutôt que des représailles, de l'agressivité, etc. Elle va se rendre compte en fait que quand la thérapeute va accueillir ce qu'elle a à lui dire, donc ce qu'elle a à dire aux parents, donc ses plaintes, son énervement, etc., elle va se rendre compte que le parent, à travers l'analyste, va accueillir, va contenir son énervement, va l'accompagner dans son analyse, va être en présence avec elle et va rester à ses côtés. En fait, quand elle va se rendre compte de tout ça, déjà de un, elle va se rendre compte qu'en fait c'est ce dont elle avait besoin et c'est ce dont elle a besoin maintenant via en fait son partenaire en fait, et qu'en fait il est possible aussi d'avoir ce type d'accueil là, qu'il n'y a pas que le pacte avec la violence, etc., qui existe, mais bien un parent qui va répondre en fait à ses besoins, quoi. Voilà. Donc elle va se rendre compte qu'en tant qu'adulte, il est possible en fait de pouvoir dire ce qu'elle pense, et aussi que en fait elle pourra aussi avoir un partenaire qui répondra positivement à ses demandes, à ses attentes, etc., quoi. Donc je vous remonte le livre. Bonsoir tout le monde. Donc c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même de Véronique Berger. Voilà. Donc on lit le livre ensemble en live et je vous explique petit à petit les lectures. Donc là on va terminer le chapitre 1 ce soir, j'espère. Ouais, on l'a bientôt fini. Voilà, et le livre vous l'avez en lien dans ma bio. Alors je continue. Le sentiment d'abandon, je me sens toute seule ou tout seul. C'est vrai qu'on n'a que des exemples féminins, mais les hommes aussi, hein, évidemment, on est tous des humains, donc tout le monde peut se sentir concerné. Souvent, on pense aux femmes, mais c'est peut-être parce qu'elles s'expriment aussi plus facilement dans une société où on laisse pas trop la parole parfois aux hommes sur ces sujets-là. Mais évidemment, ça concerne tout le monde, hein. Voilà. Donc le sentiment d'abandon, je me sens tout seul, toute seule. L'abandon reste une problématique de fond pour toutes les relations de dépendance douloureuses. Ainsi en va-t-il des états de dépendance reconnus par les personnes qui en souffrent, mais aussi pour d'autres où le lien de dépendance est ignoré ou nié, comme l'isolement ou l'indifférence. Le sentiment d'abandon. Lorsqu'on parle du sentiment d'abandon, il peut s'agir de l'abandon stricto sensu, naissance sous X par exemple. Donc on parle vraiment d'abandon à proprement parler, comme quand une mère abandonne son enfant dans un naissance sous X ou dans un orphelinat, etc. Mais également dans le cas où l'abandon psychique, dans le cadre de l'abandon psychique et affectif. Donc là, ça va être quand le parent est là, mais que le parent n'est pas disponible pour l'enfant, ne l'écoute pas, ne lui fait pas de câlin, ne répond pas à ses besoins, etc. En termes affectifs, discussion, calme, sécurité, etc. Mais le parent est là, mais on parle quand même d'abandon. Il s'agit ici d'un état de délaissement, d'indifférence, de carence, voire de maltraitance infligée à la personne par son entourage. Cette forme insidieuse d'abandon devient particulièrement douloureuse quand rien de matériellement réparable ne vient signifier la réalité de l'abandon. Donc là, en fait, c'est insidieux et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vécu un abandon
Parce qu'en fait, concrètement, le parent est là. Et en fait, il n'y a rien de matériellement établi. Par exemple, le parent qui fait le pas de partir de la maison, il n'y a rien dans notre situation qui nous dit qu'on a été abandonné. Pourtant, il y a une forme d'abandon parce que il y a de l'indifférence, il y a de la violence, de la maltraitance, des carences affectives, etc. Et donc, c'est plus insidieux parce que on peut s'en rendre compte bien plus tard. Et les constats se font aussi plus tard. Quand un parent quitte le foyer, on se dit, voilà, j'ai été abandonné par mon père ou par ma mère. Voilà, c'est acté et on sait qu'il peut y avoir des conséquences. Mais quand le parent est là, parfois on se dit, mais pourtant, j'ai vécu avec mes parents, ils étaient là, je comprends pas, etc. Voilà, il faut aller se questionner sur la relation qui a pu y avoir. Bon, parfois c'est clair, hein, quand il y a maltraitance et tout ça, c'est acté, mais voilà, parfois ça peut être plus sournois, quoi. Le film Virgin Suicide illustre admirablement cette situation. Sofia Coppola présente ici l'histoire de 5 sœurs, menant une vie recluse mais en apparence heureuse, entourées d'un père quelque peu absent mais finalement assez sympathique, et d'une mère possessive et coercitive, mais agissant par amour de ses filles et dans le souci de les protéger. Tout au long du film, le spectateur assiste, désespéré et impuissant, à l'implacable agonie psychique et affective des 5 jeunes filles. Ignorées dans la réalité profonde d'être vivants et désirants, cloîtrés dans l'université familiale asphyxiée et asphyxiant, livrées à la désolation de ce vide intérieur, de cet intérieur vide et desséché, chacune rapidement ou à petit feu se meurt, de n'être réellement ni reconnue ni aimée. Dans de telles situations, les apparences trompeuses et l'absence d'éléments tangibles masquent l'existence d'un véritable abandon. La difficulté est alors grande pour l'enfant et son environnement plus large d'identifier la réalité de cet état. Dans ce désert sans réel repère, l'enfant est profondément seul et aux prises avec un double abandon, celui des siens et celui de l'entourage, ignorant ou sourd. Dans ces différents vécus résultent des angoisses et ressentis multiples ou douloureux, comme la perdition, la détresse, la désolation, le chagrin, la colère, la rancœur, l'isolement ou la solitude abandonnique. Donc c'est vide, froide, inanimé. Voilà. Antoine ou l'enfant radié. Le vécu d'abandon, présent dans toute forme de dépendance affective, traduit un défaut de reconnaissance de la personne abandonnée. Ce peut être une absence manifeste de reconnaissance. Mais le déni peut aussi s'exercer soit sous la forme d'une indifférence, d'une ignorance ou d'un mépris marqué envers ce que la personne est et vit réellement, soit en l'investissant comme une partie de soi, ce qui peut être le cas dans l'amour possessif d'un parent ou d'un conjoint par exemple. Quelles que soient les formes de négation de son altérité, le sujet n'est ni accepté dans ses différences, ni reconnu dans sa qualité de semblable à part entière. L'histoire d'Antoine illustre particulièrement cette souffrance. Jeune architecte de 28 ans, Antoine a le sentiment depuis longtemps de ne pas vivre réellement sa vie, ni de se réaliser, tant sur les plans personnels qu'amoureux. Après une longue période d'hésitation, il se décide à consulter un psychanalyste. Lorsque je rencontre Antoine, je perçois chez lui beaucoup de charme, d'esprit et de cœur, mais aussi la présence diffuse d'une tristesse insondable. Il n'en exprime rien ouvertement et semble même s'en défendre. Pourtant, j'en devine l'existence dans son regard ou ses sourires, qui éveillent en moi l'image d'un enfant malheureux et seul, n'ayant trouvé comme unique et solide rempart
contre l'effondrement que celui d'ignorer son chagrin. Au fil de ces évocations, Antoine exprime combien, enfant, il fut placé au centre de la mésentente parentale, et tout à la fois éternellement oublié. Lorsque mes parents vivaient encore ensemble, c'était l'enfer. Les disputes, la violence, les plaintes de ma mère. Quand elle a décidé de quitter mon père, elle m'a demandé de choisir entre les deux. J'étais incapable de répondre. Plus tard, quand elle est partie, m'amenant avec elle, ils se sont livrés une véritable guerre pour obtenir la garde parentale, comme si l'enjeu était de remporter une victoire sur l'autre, en le dépossédant de ma personne. Après le divorce, je leur ai servi d'intermédiaire et d'exutoire à leur rancœur. Durant une grande partie de sa psychanalyse, Antoine témoigne de l'absence de reconnaissance de ses parents à l'égard de l'enfant puis de l'adolescent qu'il fut. Peu ou pas ménagé lors des scènes conjugales, il ne le sera pas plus après le divorce de ses parents. De plus, ses rares tentatives de manifester son désaccord et de se rebeller se soldent par de terribles fins de non-recevoir. J'en avais tellement marre de leur règlement de compte par moi interposé qu'un jour j'ai éclaté de colère et j'ai dit à mon père que si ça continuait, je préférais ne plus le voir. Il m'a ramené au pied de l'immeuble où j'habitais avec ma mère et je ne l'ai plus revu. Il a pris au mot les paroles du gamin de 11 ans que j'étais. Il ne s'est plus jamais manifesté auprès de moi et plus tard, il a refusé toute reprise de contact. J'ai vu chez un de mes oncles paternels un arbre généalogique fait par mon père il y a 2 ou 3 ans. Je n'y figure pas et ma mère non plus, comme si cette partie de sa vie et moi n'avions jamais existé. Sur le moment, je suis restée sidérée. C'était vraiment violent de visualiser concrètement sa haine et son reniement. Une telle haine et un tel déni portent en eux une dimension meurtrière. Elles constituent une destruction active de l'existence même et de l'identité de la personne. Alors, je vous remonte le livre. C'est les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Ouais, c'est très dur, hein. C'est quand le parent est... C'est quand le parent est souvent très blessé, trop blessé, il réagit de cette manière-là. Alors c'est pas l'enfant qui blesse volontairement, hein, il exprime ses besoins et derrière la phrase « si ça continue, je préfère ne plus te voir », c'est pas parce qu'il a plus envie de voir son père, au contraire. C'est que voir son père, ça représente le conflit avec sa mère. Voir sa mère, ça représente le conflit avec son père. En fait, c'est quand il voit l'un et ou l'autre, en fait, il associe le fait de voir le parent avec le fait d'être dans un conflit, de faire passer des messages à l'un et l'autre, de faire le facteur, de servir d'intermédiaire, etc. Et le fait de dire « je veux plus te voir », c'est « je veux plus de cette situation ». Et ce n'est pas « je ne veux plus te voir » parce que c'est son père, il l'aime et c'est sa mère et lui, la seule chose qu'il veut, c'est avoir des bonnes relations avec ses parents. Et peut-être même avoir des bonnes relations avec ses parents séparés plutôt qu'ensemble. Parce que peut-être que la séparation permettrait d'avoir une meilleure relation, même entre les parents. Et peut-être que du coup, ça permettrait à l'enfant d'être plus heureux. Mais là, l'idée de dire « je ne veux plus te voir », c'est « je ne veux plus de cette situation ». Parce qu'il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Or, le père l'a vu comme un rejet
et a décidé de couper cette situation parce que le père doit être lui-même en souffrance du divorce et de plein d'autres choses qu'il a pu vivre dans sa vie et dans son enfance et décide de couper de cette manière-là. Or, évidemment, ça a fait plus de dégâts qu'autre chose chez l'enfant et sûrement aussi chez le père qui n'a plus vu son fils et forcément qui a dû en souffrir. Et en général, le fait de couper comme ça, c'est que derrière, il y avait énormément d'amour et la réaction est aussi importante que l'amour parfois. Voilà, c'est que il y a dans ce type de divorce, il y a tellement de souffrance et de difficultés que parfois le parent va préférer couper et malheureusement, voilà, l'enfant va en payer le prix souvent, quoi. Hop. Le père n'est pas mature émotionnellement, c'est ça. C'est que souvent, en fait, le père ne va pas faire la différence. Alors, pas mature émotionnellement, en tout cas, il va pas faire la différence entre ses besoins, ses blessures et ceux de l'enfant. Donc, il va lier la parole de la personne en face avec ses propres blessures et il va y avoir cette réaction-là. Et effectivement, c'est pas on n'est pas sur une posture d'adulte, de parent face à l'enfant qui est censé lui demander pourquoi est-ce qu'il dit ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent, et à analyser la situation comme un parent avec son enfant. Là, il réagit face à une personne face à une autre personne, une agressivité face à une autre. Alors que il n'y a pas du tout ce positionnement-là. Et du coup, en fait, l'enfant va associer du coup le fait de dire ce qu'il pense, de parler et exprimer un besoin, même s'il est dit, de cette manière-là, hein, mais il est dit, avec l'abandon. Et donc derrière, ça peut être, forcément, il y a les conséquences qu'on est en train de lire là, quoi. Voilà. Yes, voilà. Alors je continue. Chantage maternel. Alors je vous remonte le livre. Coucou Oran. Voilà. Voilà. Renié par son père, Antoine a été à l'inverse grandement sollicité par sa mère. Mais dans les faits, celle-ci l'a tout autant ignoré dans sa réalité d'être vivant, pensant et différent. Durant toute son enfance, Antoine se montre dévoué et loyal envers ses attentes démesurées. Il est l'enfant lisse, sage, obéissant et surtout le fils qui console et soutient sa mère. L'essentiel pour lui est d'éviter tout risque d'un nouvel abandon. Pour cela, il se plie sans mot dire aux exigences maternelles et répond fidèlement à la demande implicite de se comporter en parent de sa mère malheureuse. Ce mode de relation fonctionnera tout au long de l'enfance d'Antoine. J'aimais ma mère plus que tout, et j'avais terriblement peur de la perdre. Je ne lui disais rien de mes peines ni de ma détresse. La préserver importait par-dessus tout. J'étais interne dans un pensionnat. C'était une période de ma vie où je me sentais très seul et malheureux. Là encore, je ne disais rien pour ne pas l'importuner. Tous les dimanches, en fin d'après-midi, la tristesse me gagnait à l'idée de retourner là-bas. Je faisais semblant d'aller rejoindre des camarades au pied de l'immeuble, et je me réfugiais dans un petit coin du local à vélo. Là, je pouvais pleurer à l'abri des regards. Elle ne s'en est jamais rendue compte. Au cours de son adolescence, Antoine ressent de plus en plus un vrai désir de vivre. Le monde clos de son enfance, docile et soumise, lui devient insupportable. Il cherche et trouve son oxygène auprès de ses copains et de ses petites amies. Il revendique son propre espace de vie et de liberté. Ses rapports avec sa mère prennent alors une tonalité de plus en plus conflictuelle. Elle attendait de moi que je reste le petit garçon bien polissé, aux ordres de sa majesté,
Mais au fond, ce n'était pas mon vrai tempérament. J'étouffais, je me sentais ligotée et bâillonnée. Je crois qu'elle n'acceptait pas que je sorte de sa mainmise. Ce qu'Antoine exprime ici a trait à l'emprise exercée par sa mère sur lui. Le terme de Sa Majesté éclaire ce mode de relation où l'un, ici la mère, tente de régner sur les désirs, les pensées et les comportements de l'autre. Dans cette configuration, celui sous emprise se trouve nié dans sa véritable personne. Ainsi, la relation d'assujettissement d'un enfant par un de ses parents équivaut pour lui à un réel vécu d'abandon. Ce pan de la relation mère-fils, silencieusement à l'œuvre durant l'enfance docile d'Antoine, se manifeste dans toute sa brutalité et sa tyrannie au cours de son adolescence. Peu à peu, en grandissant, je me suis rendu compte que quelque chose clochait dans sa façon d'être avec moi. Elle me disait souvent se sacrifier pour moi, mais ce que je constatais dans les faits était tout autre. Je devais sans cesse rogner sur moi, mes désirs, mes projets, pour préserver sa tranquillité. Ne pas sortir pour ne pas la laisser seule, ne pas choisir selon mes goûts pour ne pas la contrarier, ne rien exprimer ou défendre qui soit en opposition avec ses opinions ou ses désirs. À mon insu, elle fouillait dans mes affaires, elle lisait mes courriers. Je ne sais pas comment, mais elle savait en son absence à quelle heure je rentrais et qui j'invitais. La moindre incartade tournait au scandale et les accusations pleuvaient. C'était délirant et infernal. Je devenais le fils mauvais et ingrat qui rendait sa mère malheureuse. Je finis par comprendre qu'elle manipulait la vérité pour exercer un véritable chantage affectif et que, des deux, ce n'était pas elle la plus sacrifiée. Face à l'interdit d'être qui lui est signifié, Antoine se rebiffe, triche, cache, ment, mais aussi se fait prendre. Les représailles sont alors à la mesure de l'interdit transgressé. Privation, isolement, enfermement et menaces lourdes. Un soir où j'étais seule à la maison, je rejoins ma petite copine. Quand je suis rentrée, à ma grande surprise, ma mère était déjà là, blême de rage. Elle m'est tombée dessus. Le lendemain soir, nous étions invités à dîner chez un de ses frères. De toute la journée, elle ne m'a pas adressé un mot. Et puis brusquement, alors que nous étions en route, elle a arrêté la voiture sur le bas-côté et m'a ordonné de sortir. Nous étions en plein bois. Il devait être 7 ou 8 heures du soir. La nuit tombait. J'étais stupéfait. Je ne comprenais pas comment elle pouvait m'abandonner là sans se soucier de ce qui pouvait m'arriver. Bien sûr, j'ai refusé de descendre, mais elle n'en démordait pas. J'étais terrifiée. Heureusement, au bout d'un moment, une voiture de flic est passée et s'est arrêtée pour nous demander s'il y avait un problème. Moi, j'étais muet de stupeur. Ma mère leur a répondu que tout allait bien. Et nous sommes repartis. Cette scène d'une grande violence révèle la démesure des représailles, le lien de coercition et de servitude implacable dans lequel Antoine était enserré, ainsi que l'aveuglement et le déni maternel meurtrier. Antoine parle de stupeur et de terreur face à cette scène où l'abandon psychique et affectif, voilé jusqu'alors, était ainsi brutalement matérialisé. Ignoré et méprisé dans sa qualité d'être humain, exposé au danger, Antoine s'est trouvé confronté à une violence impensable, celle d'un abus de pouvoir exercé par sa mère, chez qui il découvrait avec effroi un visage d'une violence inouïe. Une relation délétère. Plus Antoine grandit et prétend à une autonomie, plus il se heurte à l'interdit et aux reproches maternels. Le climat d'hostilité, de chantage et de représailles s'intensifie au long de ses années d'adolescence. Vers 16 ans, il cherche une autre issue en reprenant contact avec son père. De nouveau la riposte, cette fois paternelle.
Ce sera sans appel et d'une grande violence. Empoigné et éjecté manu militari par son père, chez qui il s'était rendu, Antoine se retrouve, hagard et honteux, sur le trottoir. Abasourdi par les accusations insensées et le rejet haineux reçu de plein fouet lors de cette brève entrevue. Meurtri, blessé, nié, envahi par un sentiment d'injustice et un chagrin incommensurable, Antoine surnage dans sa détresse. Enfant, j'aimais ma mère plus que tout au monde. J'étais prêt à tout pour elle. Elle a détruit cet amour inconditionnel que je lui portais. Mon adolescence a été un enfer. C'était fou. C'était une relation complètement destructrice, comme si l'un ou l'autre devait y laisser sa peau. J'ai décidé de sauver la mienne. Dès que j'ai pu, je suis partie. Grâce à un puissant instinct de survie et à un solide bon sens, Antoine ne renonce pas à sa liberté d'être et de vivre et se saisit de l'opportunité de sa majorité pour quitter, baccalauréat en poche, le domicile maternel. Débrouillard et courageux, il poursuit ses études tout en travaillant comme gardien de nuit dans un parking jusqu'à l'obtention de son diplôme d'architecte. Il traverse alors une longue période d'errance intérieure, de solitude affective et de tristesse sans nom. Ces expériences sentimentales peu concluantes réveillent en lui, chacune à leur manière, son sentiment de solitude et d'abandon. Enfin, la rencontre d'Annabelle va transformer sa vie. Ce fut un vrai coup de foudre. Je l'ai tout de suite aimée et j'ai senti que c'était réciproque. Pour la première fois de ma vie, je rencontrais une femme que j'aimais et qui m'aimait vraiment. Quelqu'un sur qui compter et avec qui partager ma vie. C'était comme si j'avais enfin trouvé mon port d'attache. Je n'étais plus tout seul et je pouvais enfin poser mes valises pour m'installer dans une vraie relation. Un passé prégnant. Pour autant, les expériences douloureuses du passé ont laissé des traces, et malgré la présence d'un véritable amour, Antoine n'en est jamais suffisamment convaincu. Il n'a de cesse de tester, de façon envahissante et despotique, la fiabilité de l'amour d'Annabelle, au point de lui rendre la vie difficile. Il se montre jaloux, suspicieux, exigeant et capricieux. À son insu, il reproduit la relation d'emprise dont il a souffert. Cette fois, il occupe le rôle du parent tyrannique et donne à vivre à sa compagne sa souffrance d'enfant nié et maltraité. Cependant, en écho aux contestations d'Annabelle, Antoine sent qu'il joue un jeu malsain et dangereux qui le mène vers une impasse. De plus en plus conscient du mal-être profond qu'il habite, il décide de franchir le pas. C'est à ce moment de sa vie qu'il s'engage dans sa psychanalyse. Antoine y revisite les lieux de désolation de son enfance, dénonce les liens mortifères dans lesquels il était ligoté, identifie la réalité de l'abandon et la violence subie, et mesure l'ampleur de sa solitude abandonnique, ainsi que l'immense tristesse dont il a dû se couper pour se préserver. Il s'abandonne à son cœur d'enfant, empli de chagrin. Il pleure le flot intarissable de ses larmes. Il reconnaît et accueille en lui l'enfant malheureux, en manque d'amour et de reconnaissance. Il repère son angoisse d'abandon et ses stratégies de défense contre tout lien de dépendance. Et néanmoins, la réalité de sa dépendance à Annabelle qu'il ne cessait inconsciemment de pousser à la rupture. Le retour de l'agressivité. Après le temps des larmes vient celui de la colère et de la vérification de la fiabilité de l'analyse. Antoine remet en jeu, dans sa relation avec moi, son sentiment d'abandon et toutes les violences qu'il éveille en lui. J'en ai vraiment ras-le-bol de venir ici, et je me demande si je vais continuer. J'ai la nette impression de parler dans le vide.
Vous ne m'écoutez pas, vous ne comprenez rien et vous n'entendez ni ce que je dis, ni ce que je ressens. Et je me demande si vous êtes vraiment compétente et si je peux me fier à vous. » Antoine revit, dans le transfert et à son insu, son ancien vécu d'abandon, encore actif, ainsi que l'impact violent qu'il a produit sur lui et qu'il me donne à connaître. Parallèlement se joue un autre élément essentiel, mettre à l'épreuve ma capacité à recevoir son agressivité. Il est en effet vital pour lui d'expérimenter un retour à sa colère et sa révolte autre que celui des représailles, ainsi que d'éprouver la capacité de son parent, analyste, à survivre à ses attaques. Dans la suite de ces séances, éprouvantes pour tous deux, Antoine rapporte un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans un avion. À un moment, l'avion traverse des turbulences. Nous sommes secoués dans tous les sens. J'ai très peur et je pense que nous allons nous écraser. Je regarde le pilote, je le vois agrippé aux commandes. Je pense qu'il ne contrôle rien du tout et je me dis que ce n'est pas l'avion qui a une défaillance, mais le pilote, qui nous met en danger de mort par son incompétence. Mais en me montrant plus attentif, je réalise que le pilote n'est pas dangereux, au contraire. Il concentre tous ses efforts pour contrôler les secousses de l'avion et maintenir le cap. Finalement, grâce à sa dextérité, l'avion se pose. Nous sommes sains et saufs. Je suis en train de me rendre compte que le pilote, c'est vous, et que les secousses et les turbulences, c'est toute ma colère de ces derniers temps. Lors de cette séance, Antoine prend conscience de la reviviscence puissante de son angoisse d'être entièrement dépendant d'un autre profondément défaillant au point de se sentir en grave danger. C'est incroyable. J'étais tellement convaincue de votre nullité. Pardonnez-moi. J'étais vraiment persuadée que vous n'entendiez rien de ce que je vous disais. Je lui fais alors remarquer qu'il s'organise parfois de manière à ne pas être entendu. Après un long silence, il reprend. En vous écoutant, je me suis revue en train de parler à Annabelle, moi dans une pièce et elle dans une autre. Souvent, je lui reproche de ne pas m'entendre. Je réalise, avec vos paroles, qu'il m'arrive souvent de lui parler de telle façon qu'elle ne peut pas m'entendre. Alors, il reste ces 2 pages et on a terminé la lecture pour ce soir. Cette période de sa psychanalyse correspond à un tournant décisif pour Antoine. Il prend conscience de ses propres parts actrices dans son mal-être et de ce qu'il rejouait à son insu jusqu'alors, dans sa relation avec moi mais aussi avec Annabelle et l'autre en général. Lors de sa dernière séance, avant de nous séparer, Antoine me dit « Quelle aventure nous avons vécue ensemble. Je veux vous remercier de votre vraie présence à mes côtés durant toutes ces années. Grâce à vous, je sais ce qu'est un bon parent. C'est précieux. Cela m'a permis de grandir, de me sentir exister et d'être libre de vivre ma vie. » Je lui suis aussi très reconnaissante d'avoir partagé ce parcours avec moi. Jean Courrènes écrit « Certaines formes d'emprise sont tellement serrées qu'elles interdisent à l'enfant de devenir autre. Certains enfants en meurent physiquement ou psychiquement. D'autres, grâce au social et à la psychanalyse, parviendront quand même à transgresser l'interdit de vivre, à s'affranchir de cette contrainte et à se réaliser. » Au fil de ce premier chapitre, Catherine et Marthe, puis Jeanne, Iris et Antoine témoignent de la singularité de leurs vécus respectifs et tout à la fois de souffrances communes. Les sentiments de ne pas s'appartenir, d'aliénation au sein de la relation ou de ne pas exister sans l'autre, tout comme les expériences de lâchage et de non-reconnaissance de leur entité
et de leur statut de personne à part entière instituent et alimentent un état de détresse affective et psychique d'une vive acuité. Ces défaillances et les carences qui en résultent fragilisent la personne dans ses sentiments d'identité et de sécurité. En outre, l'accès à ses propres sources vives s'en trouve entravé parce que ressentie soit comme manquante, soit comme interdite, soit comme s'épuisant, car contenue dans une enveloppe qui fuit de partout. Tel le petit humain dépendant de son entourage pour survivre, le sujet investit l'autre comme indispensable à sa survie. Ainsi, une des caractéristiques principales de ces modes de dépendance douloureuse tient ici au surinvestissement de cet autre, dont tout dépendrait. Or, le lien de dépendance forte, ici ouvertement reconnu, peut ne pas être énoncé comme tel dans d'autres types de relations. L'accent ne sera plus mis sur le besoin d'étayage sur l'autre, mais porte sur les sentiments nourris envers cet autre. Les bons ou mauvais sentiments peuvent en effet masquer un lien ou une angoisse de dépendance. C'est ce nouveau volet que nous allons aborder au chapitre suivant. Donc on a fini la lecture et la prochaine fois on commencera le chapitre 2, Je t'aime à la folie, pas du tout. Voilà. Donc le livre qu'on a lu, c'est les dépendances affectives. On a terminé le chapitre 1. Voilà. Et demain, on commencera le chapitre 2. Alors, je regarde juste... voilà, donc on le lira en 2 lives, je pense. Comme on a fait pour le chapitre 1. Donc on le lira demain et sûrement après-demain. Donc demain mercredi, jeudi, voilà. Et peut-être qu'on fera aussi un live vendredi. Alors je regarde vos commentaires. Merci à tout le monde. On est 73, on était entre 70 et 80. Merci à tout le monde d'avoir assisté à la lecture. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Donc moi je m'appelle Marine et je fais de la lecture de livres de développement personnel. Donc je suis plusieurs soirs en semaine en live. On a lu déjà plein de livres différents et en ce moment on découvre celui-là qui parle des dépendances affectives, comme vous avez pu le voir. Et donc bienvenue à tout le monde. Donc je fais de la lecture, je suis aussi coach et on parle de tout ça en live le soir, à travers les livres qu'on découvre ensemble. Hop. Et le lien, vous avez le livre dans mon lien en bio. Vous pouvez cliquer sur ma photo de profil, vous avez un lien Linktree et vous retrouverez le livre, voilà, si vous êtes intéressé, pour le lire calmement, à votre rythme. Voilà, derrière Fatma, pardon. Derrière l'apprenant. Ça fait comme les 5 blessures, on s'y attend pas, mais c'est profond. Exactement. C'est tout à fait ce que je me disais. En le lisant petit à petit, je me suis dit, bon, c'est assez, ça peut être assez bouleversant à écouter et même à lire, hein, forcément, parce que on vit tous des choses, hein, parfois plus ou moins blessantes. Mais effectivement, ouais, ça fait réfléchir. Ça peut, certains peuvent se sentir concernés, peuvent avoir même vécu les mêmes histoires que ce qu'on a pu lire là, à travers les personnes qui ont été suivies. Et alors même si c'est pas évident, même si c'est des périodes qui sont difficiles parce qu'on prend conscience de ce qu'on a vécu, et aussi surtout de l'ampleur, hein, de ce que ça a pu
de comment ça a impacté notre vie en tant qu'adulte, parce qu'on se dit souvent, ben, l'enfance c'est terminé, maintenant je vis plus ça, etc. Et ben en fait, au final, on se rend compte que ça peut avoir pas mal d'impact. Ça peut nous bloquer sur beaucoup de choses. On peut avoir beaucoup de croyances sur nous, sur les autres, un impact sur nos actions, sur nos choix de vie, beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et donc, c'est vrai que ces constats, ils sont pas forcément évidents, mais le fait de prendre conscience, c'est la porte en fait à la guérison. La- c'est une ouverture pour comprendre, pour mettre en place des nouveaux schémas, pour essayer d'aller déconstruire tout ce qu'on a cru sur nous, sur les autres, et poser des nouveaux mots, des nouvelles expériences, et oser être soi-même sans avoir peur des conséquences que ça peut avoir, parce que là, on peut voir en fait qu'être soi-même, ça a des conséquences. Et le fait de s'exprimer, exprimer nos besoins, ça a des conséquences. Et donc là, on peut voir en fait au final qu'à travers les thérapies, à travers les expériences qu'on peut avoir avec d'autres personnes, finalement, on peut avoir des retours positifs. Et surtout d'abord avec soi-même, en se donnant de l'amour, en répondant à ses besoins et en coupant avec certains schémas, certaines relations qui reviennent et qui sont néfastes pour nous en fait. Voilà. Bonsoir Serge. Les mères ont une responsabilité sur la violence du monde, on en est loin d'en guérir. Oui, alors les parents, hein, les deux. Voilà. On a tous une responsabilité, même l'entourage. Euh, vous... En fait, quand vous avez un parent qui est maltraitant ou qui répond pas aux besoins de l'enfant, quand l'enfant le sait et grandit avec et se rend compte en plus que l'entourage ne fait rien, ne vient pas au secours des parents qui parfois sont dépassés, qui n'ont pas les moyens de faire en fait, hein, parce que finalement le parent répond par rapport à ce que lui-même a connu, par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies. Et donc même parfois l'entourage euh, peut faire le choix d'agir dans cette situation et essayer d'accompagner plus ou moins et ne le fait pas. Donc il y a de tout. Après, évidemment, la mère, c'est la première à, hum, à porter l'enfant, euh, à le développer. L'enfant va comprendre que le père est là petit à petit quand les sens vont se développer dans le ventre de la mère. Euh, les oreilles, l'ouïe, va capter ce qui se passe, surtout par l'ouïe en fait, hein, par les sens, mais voilà. Donc ça se fera petit à petit, mais évidemment la mère, le lien maternel, voilà, il est là quoi. Mais le père a aussi les parents. Voilà, les figures parentales, les grands-parents. On va le voir hein, dans le livre que euh, on va porter aussi les souffrances de nos parents, de nos grands-parents, etc. Puisqu'il y a des traumatismes qui vont se, se diffuser, on va dire, de génération en génération. Et, euh, et à quel moment, qui prend la responsabilité de couper avec ça? Et en tant que parents, grands-parents, c'est aussi de notre responsabilité de se dire, je n'ai pas envie de reproduire ça. Voilà. Et alors parfois on le fait de manière très inconsciente et parfois il faut se dire pour ce que j'ai connu et que je n'ai pas envie de reproduire, comment je fais pour essayer de euh, chercher en moi les ressources pour ne plus le faire et choisir un autre chemin en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un livre très intéressant et qui est aussi qui marque beaucoup, hein, voilà. Donc vous pourrez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube si vous voulez l'écouter, l'envoyer à quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un.
Si vous voulez l'envoyer à vos parents pour envoyer un message, et ben écoutez, n'hésitez pas, je le mettrai, je vais essayer de le mettre dès demain, comme ça vous pourrez la voir. Et parfois, envoyer un livre, une vidéo ou quoi, parfois ça peut permettre d'ouvrir certaines portes. Mais bon, voilà. Et sinon, en tout cas, ben, vous l'aurez sur YouTube. Demain, on lira la suite, comme je vous ai dit. Oui, mais le monde a une fainéantise à se remettre en question ou trouver des solutions. Alors, est-ce que c'est une fainéantise ou ça demande un courage qu'il faut avoir en fait, hein, parce que se remettre en question, il y a toujours une part qui est difficile. Souvent, c'est des blessures qui sont ancrées, qu'il faut aller faire ressortir pour comprendre et ensuite guérir. Donc, est-ce que c'est de la fainéantise? Est-ce que c'est le fait de aussi choisir la facilité? Oui, mais pas que, parce que parfois, en fait, c'est aussi que bah, ça peut être culturel, familial, l'environnement dans lequel on est ne permet pas forcément de faire des introspections, des thérapies. Ça peut être aussi financier. Euh, Tout le monde n'a pas la capacité à se rendre compte. Voilà, il faut avoir quand même, il faut à un moment croiser quelqu'un, lire un livre, regarder quelque chose à la télé qui nous fait nous dire que. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup moins que maintenant. Donc nous, c'est vrai qu'on est des générations où la santé mentale, où le fait de se faire accompagner, c'est beaucoup plus ouvert. Enfin, ça s'est démocratisé, mais avant, c'était pas forcément le cas. Et, euh, et donc, c'est pour ça que souvent, là, nos nouvelles générations, on est amené à couper avec pas mal de choses. À l'époque, couper avec les, les cycles familiaux, c'était souvent perçu comme de l'anarchie ou une personne qui part et elle cultive pas ce que tout le monde a connu. Voilà. Donc c'était un peu la tante ou l'oncle indépendant que personne comprenait. Et parfois c'était ça, hein. Donc il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Être vivant est déjà difficile. Oui, mais vivre dans des schémas comme ceux qu'on a pu voir et l'est encore plus. Le courage d'aller chercher et de se guérir, il est pendant une période, mais derrière la libération, le fait d'apprendre à se découvrir, de prendre soin de soi, une fois qu'on a passé ce cap-là, euh, ça vaut, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et être vivant, c'est faire, c'est s'écouter, être à l'écoute de ses besoins, prendre soin de soi, se donner de l'amour aux autres. Voilà, être vivant, c'est ça. Donc finalement, c'est pas censé être si difficile que ça, même si on peut pas toujours être heureux. C'est pas ça, hein. L'objectif, c'est pas d'être heureux tous les jours, de se sentir bien tous les jours, parce que évidemment, on vit des choses. Mais c'est d'essayer au maximum de pouvoir être dans des choses qui sont assez saines, en tout cas, où on reconnaît ses émotions, où on s'écoute, où on écoute l'autre, où on le reconnaît en tant qu'humain à part entière, que ce soit ses parents, ses enfants, ses compagnons, c'est le pardon aussi, il y a beaucoup de choses, donc voilà. Aimer offre du bon sens, c'est ça. Et cela manque d'amour. Oui, après, l'égoïsme, ça peut être une protection aussi, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Ça dépend de chacun après. Mais, euh, mais oui, après, il y a des personnes qui sont... Après, il y a des profils, hein. Il y a des profils pervers narcissiques. Il y a des profils qui prennent du plaisir là-dedans aussi, hein. Donc voilà, il faut faire attention aussi à ce type de profil-là. Parce qu'il y a aussi parfois une volonté à le faire consciente.
Donc voilà. Donc voilà pour le live de ce soir. On va clôturer. Parce qu'en général, je termine vers 23h30. En tout cas, j'espère voilà, que la lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du livre. S'il y a des choses qui vous ont marqué, n'hésitez pas à les écrire. Poser les choses sur papier, ça va vous permettre de vous vider la tête, ça va vous faire du bien. Vous pourrez les relire plus tard pour essayer de comprendre ce qui est ressorti de la lecture. Voilà, si vous voulez en parler avec des personnes autour de vous, n'hésitez pas. Si ça fait ressortir des choses, si vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas aussi. Ça peut être quelque chose de très personnel, vous n'êtes pas obligé d'en parler, hein. Donc voilà, il y a plein de choses autour de ça. Et en tout cas, ça dépend vraiment de chacun et chacun fait à sa manière, à son rythme. Voilà. Merci Aura Farah. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde en tout cas. Donc on va clôturer le live. Hop. De rien Serge, merci pour ton commentaire. Merci à tout le monde, merci pour tous les likes qu'il y a pu y avoir aussi. Donc je vous dis à demain pour la suite de la lecture. Donc c'est pas un livre, vous allez voir au début, donc donc l'autrice explique toutes les formes de dépendance affective et après comment s'en sortir. Donc vous inquiétez pas, on va trouver ensemble des solutions. Et on voit bien que il y a toujours une porte de sortie vers la lumière, l'amour de soi, des autres, la liberté, le choix d'être soi-même. Voilà, aucun souci là-dessus. Évidemment, tout est toujours possible. Il suffit d'avoir un peu de courage pour soi, mais il faut le faire, ça fait partie de l'amour de soi. Donc voilà. Merci Fatma. Oui, voilà. Donc je coupe le live. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Sinon, ben voilà, les lives sont sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à aller liker les vidéos si elles vous plaisent, à les envoyer à des personnes voilà, à qui ça pourrait intéresser. Et donc voilà, je vous dis à demain. Très très bonne soirée à tout le monde. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ah super Fatma, yes. Vous pouvez aussi activer la cloche sur mon profil, exactement, pour avoir les notifications lorsque je passe en live. Donc ça peut être sur TikTok et sur YouTube aussi. Et il y a la cloche, exactement. Merci beaucoup Fatma. Voilà. Donc très très bonne soirée à tous. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.